Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. J'espère que vous avez passé de chaleureuses fêtes de fin d'année. De mon côté, vers la fin du mois de décembre, j'étais dans la campagne près de Tainan, dans le sud de Taïwan, à Sinanliao plus précisément, pour assister et même participer à un événement insolite. Plus d'une centaine de personnes se sont relayées pour déplacer sur leurs épaules dans la rue l'ossature d'une maison traditionnelle en bambou. C'était impressionnant et très joyeux, même si je suis repartie avec quelques courbatures. Je vous invite à vous rendre sur la page YouTube de Radio Taïwan International en français pour regarder un petit reportage sur cet événement. L'automne dernier, j'ai aussi assisté à la construction de cette maison. Bien sûr, je n'ai pas pu rester très longtemps et je n'ai pas pu être témoin de tout le processus de construction. Mais j'ai fait des interviews très intéressantes sur pourquoi les Taïwanais construisent de telles maisons, comment et pourquoi à Sinanliao il y a cette tradition de déplacer ces maisons. Ce sont des reportages que vous pourrez écouter sur les ondes et le site internet de la radio à partir de fin janvier. Lors de la construction de cette maison, j'ai aussi eu la chance de rencontrer l'architecte Lin Ya-yin. C'est la pionnière de l'éco-construction à Taïwan. Cela faisait longtemps que j'espérais la rencontrer et je fus donc très heureuse de pouvoir l'interviewer. À partir de quand avez-vous commencé à vous intéresser à l'éco-construction et pourquoi ? C'est une longue histoire. J'ai une formation d'architecte et au début j'ai travaillé dans une agence d'architecture conventionnelle pendant plusieurs années à Taipei. Les projets immobiliers dont nous nous occupions étaient de grande envergure sur des terrains en ville mais aussi à la campagne et même dans la montagne. À un moment je me suis demandé, Taïwan c'est tout petit, comment pouvons-nous continuer ainsi à construire partout de cette manière ? Cela mène à une impasse. Je ne savais pas quoi faire, mais cette interrogation m'a conduit à contacter une association de protection de la nature à Taipei. J'ai continué à travailler dans l'architecture conventionnelle tout en étant de plus en plus engagée dans des associations environnementales. J'espérais que cela allait m'apporter un certain équilibre. Mais après quelques années, je me suis rendu compte que j'étais toujours dans la contradiction entre ce que je faisais et ce en quoi je croyais. Et il me semblait que c'était difficile que ces deux mondes, celui de l'architecture conventionnelle et celui de la protection de l'environnement, puissent être un jour en harmonie. J'ai donc décidé de me retirer du monde de l'architecture conventionnelle. J'ai démissionné et je suis retournée vivre à Tainan, où j'avais grandi, pour réfléchir à ce que je pourrais faire. Je me suis dit, si je ne trouve pas une voie à laquelle je crois en architecture, eh bien je vais changer de domaine. Par chance, en 2003, j'avais trouvé un petit boulot à la municipalité de Tainan. Et c'était juste au moment où le gouvernement avait mis en place un dispositif de retour à l'emploi à travers l'engagement social. J'ai été chargée de m'occuper de 100 personnes ayant des parcours différents qui n'avaient plus d'emploi. Je devais réaliser des projets avec eux pour qu'ils puissent retrouver un emploi par la suite. Dans le cadre de ce dispositif, en général, on demandait à ces personnes de faire des travaux d'intérêt général, comme par exemple balayer les rues. Mais moi, je n'avais pas envie de leur demander de balayer. Je me suis dit, je suis architecte, alors pourquoi pas rénover avec eux d'anciennes maisons abandonnées dans la campagne de Tainan ? Le budget de ce programme était presque exclusivement consacré au salaire. Du coup, nous n'avions presque pas d'argent pour acheter les matériaux. Parmi ces 100 personnes, il y avait beaucoup d'anciens paysans et ouvriers. Mais il y avait aussi certains artisans qui savaient construire en terre et en bois, même s'ils n'avaient pas étudié d'architecture. Nous nous sommes dit que nous pourrions récupérer des matériaux qui ne sont plus utilisés ou travailler avec des matériaux naturels. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il existait un chemin alternatif dans le domaine de l'architecture. C'est une architecture à taille humaine qui n'utilise pas de matériaux industriels comme le ciment. C'est aussi à ce moment-là qu'un ami m'a dit qu'il avait entendu parler d'éco-construction ou natural building aux États-Unis. L'occasion était trop belle, je suis donc allée aux États-Unis en 2004, dans l'Oregon, étudier la technique du cob avec Yanto Evans pendant 6 mois. Il s'agit de construction en terre crue mélangée à de la paille. À mon retour, j'ai ouvert un petit cabinet d'architecture déterminé à pratiquer l'éco-construction. Mais à l'époque, à Taïwan, personne ne savait ce que c'était. Par la suite, vous avez réalisé plusieurs constructions, notamment à Niuchuan. Pouvez-vous nous parler de vos réalisations ?
En réalité, je n'en ai pas fait tant que ça, car il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont envie de construire en matériaux naturels à Taïwan. Une autre raison, c'est que chaque réalisation prend plusieurs années. En fait, de mon retour des États-Unis jusqu'à la construction de Hanyoutsun, il s'est écoulé 4 ou 5 ans. À ce moment-là, les Taïwanais ne connaissaient pas encore l'éco-construction. Un jour, je donnais une conférence à ce sujet à Kaohsiung et un spectateur a appelé un ami qui a accouru auprès de la conférence pour me parler. Cette personne m'a dit qu'il avait un terrain près de Taidong qu'il avait laissé à l'abandon pendant quelques années car il ne voulait pas construire en béton. Et il m'a demandé si l'on pouvait construire en matériaux naturels et c'est ainsi qu'est né le projet Hanyoutsun. Est-ce qu'on peut visiter cet endroit? Cela a été revendu à une autre personne qui en a fait un centre de vacances pour les employés de son entreprise et je ne sais pas trop ce que cela est devenu aujourd'hui. Donc c'est aux États-Unis que vous avez appris les techniques d'éco-construction? En réalité, l'éco-construction, c'est plutôt un état d'esprit. À mes yeux, ce qui est important, c'est d'utiliser des matériaux naturels ou des matériaux de récupération et de construire principalement à la main. Certes, aux États-Unis, Yanto Evans nous a appris la technique de construction qui s'appelle COB, mais le plus important, c'est l'état d'esprit qu'il nous a transmis. Comprendre pourquoi et pour qui nous devrions construire ainsi et comment. C'est cela qui a été motivant pour moi. Depuis mon retour à Taïwan, c'est aussi l'idéal vers lequel j'essaie de tendre. Une autre chose qui me semble importante dans l'éco-construction, c'est d'être autodidacte. En fait, tous les êtres vivants, que ce soit les fourmis, les abeilles et les êtres humains, nous avons tous la capacité de nous construire un abri par nous-mêmes pour y vivre. En théorie, chacun a en soi la capacité de construire. C'est juste que nous l'avons perdu. En ce qui concerne mon parcours personnel, de l'architecture conventionnelle à l'éco-construction, j'ai commencé par comprendre l'état d'esprit de l'éco-construction et ensuite, il s'agit plutôt d'un apprentissage en autodidacte. Il n'y a pas un livre de recettes ou même une école où l'on pourrait apprendre toutes les techniques d'éco-construction pour devenir architecte dans ce domaine. En fait, c'est plutôt « Ah, j'ai entendu dire que là-bas, il y a un vieux maître artisan qui sait comment construire ceci ou cela. Je peux apprendre petit à petit avec lui. » Ensuite, ce sera un autre artisan, un autre endroit, une autre technique et un autre matériau. Mais attention, comprendre un matériau, l'utiliser et savoir l'utiliser correctement sur le plan technique, ce sont 3 choses différentes. Mais on n'a pas forcément besoin de réaliser des constructions parfaites. Le plus important, c'est d'apprendre à connaître les matériaux, à s'en servir et construire avec, tout simplement. Pourquoi savez-vous parler français? Vous avez étudié en France? Je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer mon français depuis 1995, plus de 25 ans. Je peux encore lire, mais je n'arrive plus trop à parler. À l'époque, après mes études à l'université Chung Ang, je me suis dit que j'aimerais bien connaître d'autres cultures, donc j'ai voyagé en Europe. L'Allemagne m'a semblé être un beau pays, mais quand le train a passé la frontière, arrivé en France, j'ai eu comme l'intuition que je m'y sentirais bien, que j'y serais plus libre. En plus, je trouve la langue française très belle, donc j'ai décidé d'étudier en France. Mais je n'ai pas pu le faire tout de suite. Je suis d'abord revenue à Taïwan, travailler quelques années en tant qu'architecte, avant de retourner en France pour apprendre le français à Tours, puis à Paris, et d'étudier l'architecture à Versailles. En France, il y a des maisons traditionnelles en pisé, en pierre, en torchis, etc. Quand vous étiez en France, est-ce que cela vous a intéressé? Il y a 25 ans, quand j'étais en France, je suis un peu passée à côté de tout ça. Ma spécialité n'était pas l'architecture traditionnelle, ni la restauration de bâtiments anciens. Je m'intéressais plutôt à l'aménagement du territoire et au paysage parce que je me disais que plutôt que de construire sur de nouveaux terrains, nous devrions plutôt mieux nous occuper des lieux que nous occupons déjà. À l'époque, si j'avais eu connaissance des lieux de formation aux matériaux naturels en France, cela m'aurait peut-être intéressé, mais je ne les connaissais pas. Nous avons un peu parlé français avec Linya Yin, ça fait plaisir. Elle a encore partagé beaucoup de choses, mais je garde le reste de l'interview pour les semaines suivantes, donc rendez-vous mardi prochain. Bonne continuation à l'écoute de Radio Taïwan International.
Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.